12 ans après mon mariage, j'ai perdu ma jambe droite dans un accident. 1 an et demi plus tard, je suis allé camper avec ma femme et ses sœurs. C'est pour te remonter le moral, d'accord? Ma femme a dit, après avoir pêché avec mon fils de 12 ans, tout avait disparu. Ma femme et ses sœurs, les tentes, la nourriture, les voitures, pas de réseau, juste un mot sur la table. Fatigués de s'occuper d'un, ils nous ont laissés mourir dans la forêt. 10 jours plus tard, ils l'ont regretté. Je m'appelle Marcus Hall, et 12 ans après notre mariage, je n'aurais jamais imaginé qu'un seul voyage puisse briser tout ce que je croyais savoir sur l'amour et la loyauté. Exactement 18 mois s'étaient écoulés depuis que cet accident de la route sous la pluie avait mis fin à ma carrière d'architecte paysagiste et m'avait volé la jambe droite. Chaque jour depuis, je me réveillais avec la douleur sourde dans mon moignon, le silence hanté de notre maison où résonnait autrefois mon rire, et les regards fervents d'inconnus qui me traitaient comme un exemple de mise en garde. Talia, ma femme, insistait sur le fait qu'elle comprenait ma douleur. Elle disait qu'elle m'aimait encore tellement, en fait, qu'elle avait planifié cette excursion réconfortante. Juste nous, notre fils Elias, et mes sœurs. Elle avait souri avec cette chaleur naturelle que je croyais autrefois sincère. L'idée de ramper sous une tente, de tâtonner avec une fragile fermeture éclair sur une jambe, me fit frémir. Mais quand Elias, notre brillant garçon de 12 ans, qui avait été mon soutien indéfectible pendant les opérations et la thérapie, me supplia, les yeux brillants, je cédai. Il promit d'attraper du poisson pour le dîner, de faire griller des guimauves au feu, et peut-être même de m'arracher un sourire. Nous arrivâmes au départ du sentier un samedi matin. L'air était vif et sentait la sève de pin et la pluie lointaine. Les sœurs de Talia, Ria et Camille, déchargeaient déjà 2 SUV, chacun rempli jusqu'au toit de provisions qui me semblaient excessives. 5 tentes, 3 glacières, une pile de chaises pliantes et assez de nourriture pour nourrir une petite armée. Elles riaient trop fort en sortant des voitures, bavardant de hot-dogs grillés et de compétitions de canoë, inconsciente de ma boiterie en sortant des voitures. Au volant. Elias bondit à mes côtés, m'enlaçant d'une étreinte rapide, son poids appuyant sur ma poitrine comme une bouée de sauvetage. L'espace d'un instant, je me suis laissé croire que cela pouvait être normal, une aventure familiale. Puis j'ai vu Ria attacher des mousquetons à son sac à dos, nouer ses cheveux en 2 chignons hauts et crier « Viens, grand-père Marcus. Bouge !» Comme pour se moquer de ma prothèse. Camille fit un clin d'œil à Talia, et leurs sourires narquois synchronisés me piquèrent la poitrine comme des aiguilles. Quelque chose dans leurs 2 yeux brillants me disait qu'ils avaient autre chose à faire que de me remonter le moral. J'avalai difficilement, mais Talia me serra la main et hocha la tête. « Allons-y, dit-elle. » Le sentier serpentait dans la forêt tel un ruban sombre, serpentant entre des pins centenaires et des rochers couverts de mousse. Ma béquille s'enfonçait dans des racines nues. Chaque pas saccadé me rappelait tout ce que j'avais perdu et tout ce qu'il me restait à prouver. Elias sautillait à côté de moi, avançant avec une énergie juvénile, tandis que Ria et Camille s'attardaient derrière, chuchotant et me jetant des regards satisfaits et suffisants. Talia marchait à mes côtés, me montrant des fleurs sauvages et me demandant ce dont je me souvenais de chaque espèce. Une nouvelle tentative de normalité. Je décrivis les campanules et les violettes du mieux que je pus. Mais mon esprit vacillait, hanté par le souvenir de l'hôpital, des tubes dans mes bras, et l'expression de Talia quand le médecin a annoncé qu'il ne remarcherait peut-être plus jamais. Je refusais de me laisser briser par ce souvenir. J'ai serré plus fort la poignée de ma béquille et me suis dit que ce voyage en camping serait différent. Lorsque nous avons atteint la clairière au crépuscule, le ciel était teinté d'abricots et de lavande, et l'air sentait la terre humide. Les tentes étaient déjà dressées en demi-cercle autour d'un foyer carbonisé. Talia et ses sœurs nous avaient devancés d'1 heure. Elias et moi avons trouvé un emplacement, et j'ai réussi, malgré tous les angles difficiles, à ancrer des piquets dans le sol. Talia observait avec une impatience à peine voilée, et Ria a tapoté l'épaule de Camille comme pour répéter des applaudissements. Nous nous sommes glissés dans la tente et j'ai fermé la fermeture éclair pour me rendre compte de l'exiguïté de l'espace pour 3 adultes et un sac de couchage pour garçons. Nous avons déballé les matelas de sol et j'ai tâtonné avec le réchaud de camping, allumant le brûleur au propane du premier coup. Elias a fait un cerceau triomphal et, l'espace d'1 seconde, j'ai ressenti la chaleur de l'accomplissement. Puis Camille s'approcha avec un chocolat chaud et de la crème fouettée et chanta à un nouveau départ. Sa voix sonnait creux. Cette nuit-là, je restais éveillé aux côtés d'Elias, écoutant sa respiration régulière et le ululement occasionnel d'une chouette. La forêt vibrait de bruissements invisibles,
mais l'obscurité semblait protectrice comparée au sourire soupçonneux des sœurs de Thalia. Je fermais les yeux et imaginais un feu crépitant, du poisson grésillant sur un grill, nous riant tous les trois autour des flammes. Mon cœur se serrait de nostalgie pour mon ancienne vie, mais surtout pour la simplicité d'un père et son fils partageant un moment sans pitié. À l'aube, Elias s'agita, impatient de pêcher. Je forçai un sourire, chargeai mon sac sur mon épaule et boitillai vers la rivière, déterminé à reconquérir un fragment de l'homme que j'avais été. Derrière moi, j'entendais presque le faible écho d'un rire. Pas joyeux, mais prédateur, et je me demandais à quel point ce voyage serait joyeux. J'allais bientôt apprendre que leur sourire touchait une cruauté bien plus profonde que tout ce que j'avais dû affronter depuis l'amputation de ma jambe. Mais à cet instant, alors que la brume s'enroulait sur l'eau et que le bras d'Elias entourait le mien, j'ai senti une lueur d'espoir s'insinuer dans ma poitrine. Je le suivrais dans ces bois, quel qu'en soit le prix, car il était ma raison de continuer à marcher, même si le chemin était jalonné de trahison. La lumière du matin filtrait à travers les pins imposants et les rameaux tendres, transformant chaque goutte de rosée en un minuscule prisme sur la berge moussue où Elias et moi nous tenions côte à côte. La veille, j'avais réussi à installer une attelle de fortune sur ma prothèse de jambe pour pouvoir m'appuyer davantage dessus. Et, m'appuyant sur ma béquille, j'ai ressenti une vague de triomphe. Ce voyage serait peut-être plus difficile que je ne l'avais imaginé, mais j'étais déterminé à le faire pour mon fils. Elias serrait sa nouvelle canne à pêche, les yeux écarquillés d'excitation, tandis qu'il lançait sa ligne dans l'eau claire et froide. « Papa, regarde comme ça se passe bien », s'exclama-t-il, son sourire si éclatant qu'il j'ai chassé quelques ombres dans mon esprit. J'ai hoché la tête et murmuré, « Tu t'en sors très bien ». Cependant, la douleur dans mon moignon me rappelait le chemin parcouru depuis cet accident d'autoroute. Nous avons adopté un rythme tranquille, lancer, attendre, vraiment, enveloppé par le doux murmure du ruisseau et le chant des oiseaux invisibles. Au début, rien ne se produisit, si ce n'est le bruit occasionnel d'une feuille tombée dans le courant, puis la perche d'Elias a brusquement tressauté, et il a crié de surprise. Je me suis accroupi à côté de lui, guidant ses mains tandis qu'il remontait. Le poisson a bondi une fois, 2 fois, ses écailles scintillant d'argent au soleil, avant qu'il ne le ramène sur la berge. J'en ai un. J'en ai une. Il a lancé un cerceau. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti mon cœur se gonfler de fierté plutôt que de douleur. J'ai pris la truite avec douceur, émerveillé par son corps gracile frémissant dans ma paume, et je lui ai montré comment la décrocher sans se couper. Son rire a éclaté, pur et contagieux. Et j'ai ri aussi. Ce son m'a pris au dépourvu après si longtemps dans le silence de mes propres doutes. Il m'a regardé, les yeux brillants, et a dit « Merci de m'avoir appris, papa ». Je lui ai serré l'épaule et j'ai ravalé la boule dans ma gorge. À cet instant, plus rien d'autre n'avait d'importance. Ni mon membre manquant, ni les escaliers apitoyés des inconnus, ni le sentiment tenace que quelque chose clochait dans ce voyage. Nous avons nettoyé le poisson dans un coude peu profond de la rivière, l'eau devenant rosâtre autour des branchies, et l'avons emballé dans un sac imperméable que j'avais apporté. Alors que nous retournions péniblement au camp, ma béquille a heurté les pierres, et Elias est venu me tenir compagnie entre-temps. Je pensais à la façon dont nous ferions cuire la truite sur le feu et ferions de lui un héros devant tante Ria et tante Camille. J'acquiesçais distraitement, repensant à nos plans, aux assaisonnements, aux papillotes, à une petite grille que je pouvais tenir en équilibre au-dessus du foyer. Au retour, le sentier forestier me parut différent. Le soleil était plus chaud, le chant des oiseaux plus fort, et la joie d'Elias me transporta. Mais lorsque nous atteignîmes la crête finale, la clairière parut étrangement vide. Je clignai des yeux 1 fois, 2 fois, convaincu que mes yeux m'avaient trahi. Mais non. 5 tentes colorées que j'avais aidé à monter, les glacières remplies de nourriture, les voitures garées de façon plus ou moins hasardeuse au bord, tout avait disparu. Il ne restait que des traces de pas dans la terre et une simple feuille de papier alourdie par une pierre lisse sur la table de pique-nique. Mon cœur battait fort contre mes côtes tandis que j'avançais en boitant, l'adrénaline couvrant les pulsations dans ma jambe. Elias ralentit, son sourire triomphant s'effaçant. Où est-il? Maman? Où sont-ils? Demanda-t-il, la voix crispée par la confusion. Je forçai un ton ferme que je ne ressentais pas, peut-être sont-ils allés chercher du bois, dis-je en soulevant le papier et en lisant l'écriture irrégulière. Fatigué de m'occuper d'un. Les mots semblaient s'enfumer de la page, me brûlant le cerveau. Je levai les yeux vers Elias, vis la peur noircir ses pupilles et m'agenouiller à côté de lui. Et, dis-je en lui posant une main sur l'épaule.
Ils reviennent dans une minute. Je me trouvais ridicule, même à moi-même. La forêt était silencieuse autour de nous, comme si elle retenait son souffle d'horreur devant ce que Thalia et ses sœurs avaient fait. Je lui tapota la main et glissai le mot dans ma poche. Elias s'avança en traînant les pieds, me conduisant à l'endroit où se dressaient les tentes, là où gisaient les cendres froides des foyers. Il s'accroupit et fouilla le sol, à la recherche du moindre vestige de nos provisions. Même pas une barre de céréales, dit-il doucement, et ma poitrine se serra jusqu'à ce que je puisse à peine y arriver. Je respirai. J'ai ravalé le cri qui me montait à la gorge et j'ai souri, car il avait besoin de force. Attendons un peu ici, ai-je dit d'une voix douce. Ils ont peut-être eu des ennuis. Ils vont revenir d'une seconde à l'autre, a-t-il hoché la tête d'un air hésitant. J'ai enroulé une couverture de survie autour de ses épaules et lui ai tendu la dernière bouteille d'eau de mon sac. Je l'ai regardé boire une gorgée, les mains tremblantes, et je me suis forcé à croire qu'il pourrait revenir. Le soleil déclinait et j'ai réalisé que l'espoir s'éloignait. Je ne pouvais pas laisser Elias me voir m'effondrer. Je me suis redressé sur ma béquille et j'ai scruté l'arbre penché. Un plan B, lui ai-je demandé d'un ton léger, en essayant de sourire. Ses lèvres tremblaient, mais se sont retroussées. On pourrait construire un abri, a-t-il suggéré en ramassant une branche. J'ai hoché la tête, le cœur gonflé de fierté malgré la peur. Excellente idée. Travaillons ensemble. Nous avons traîné des bûches et des branches noueuses dans un abri. Les mains sales, le ciel virant à l'orange au-dessus de nous. Pendant ce temps, la forêt gardait ses secrets, l'écho de leur rire à des kilomètres, et notre fragile espoir vacillait comme les braises mourantes d'un feu de camp perdu. Et à la nuit tombée, j'ai enveloppé Elias dans ma veste et murmuré, « Je suis là. Je te tiens. » Je le pensais de toutes mes forces. Car là, dans l'obscurité grandissante, sous les pins silencieux, nous étions tout ce que nous avions. Le soleil plongeait derrière les pins majestueux, peignant le ciel de violet meurtri et de rouge fumé, tandis qu'Elias et moi nous tenions au milieu des débris de tout ce que nous avions apporté dans cette clairière. L'abri que nous avions bricolé offrait une protection puérile contre le chevalier qui approchait, mais sa seule présence était comme une victoire face à la trahison. Elias se blottit contre nous, ses dents claquant plus sous le choc que sous le froid, et je serrai ma veste autour de nos épaules. J'avais rassemblé un tas de feuilles et de brindilles sèches pour allumer un feu. J'utilisais le peu de petit bois que je pouvais récupérer, mais chaque fois que j'allumais mon briquet, les flammes crépitaient et s'éteignaient. J'imaginais le sourire triomphant de Thalia et sentais ma poitrine se serrer de colère et d'une détermination provocatrice. Comment osait-il nous abandonner ici? Comme si nous n'avions jamais été que des fardeaux. Je voulais le jeter. Pourtant, sous cette fureur se cachait une douleur plus vive, plus profonde. La terreur primitive de ne plus pouvoir garantir la sécurité de mon fils, et de voir ses yeux brillants, autrefois illuminés par le triomphe de la pêche, s'emplir de la même peur sourde que j'avais ressentie à l'hôpital lorsque j'avais appris que je ne remarcherais peut-être plus jamais. Je pris une inspiration et m'agenouillai près d'Elias, serrant ses mains froides dans les miennes. Je m'en occupe, lui dis-je d'une voix tremblante. Les doigts tremblants, je cherchais la bande d'amadou de secours que j'avais toujours sur moi. De fines bandes de cire imbibées de cire étaient censées capter la moindre étincelle. Je la glissai sous ma botte et appuyai fort pour la briser, projetant une pluie de cire collante sur les rochers en contrebas. Puis, le cœur battant, j'allumai à nouveau mon briquet. Cette fois, la flamme prit, vacilla sur la cire, puis s'alluma dans une petite lueur tremblante. Le feu siffla tandis que je le nourrissais de minuscules brindilles, le poussant à grandir. Elias observa en silence, ses yeux reflétant une lumière orange vacillante nous unissaient, et pendant un instant, je sentis que nous étions liés par quelque chose de plus grand que la peur, une promesse tacite de ne pas abandonner, quelle que soit l'obscurité croissante de la forêt. La nuit tomba pour de bon, les branches au-dessus de nos têtes se tissant les unes aux autres pour masquer les étoiles. Le vent murmurait entre les aiguilles, emportant avec lui l'odeur de la terre humide et de la décomposition. J'alluma le feu plus haut, empilant des brindilles comme une sculpture fragile, et regardai les flammes danser. Je trouvai un morceau de bâche dans mon sac et le tendis entre deux branches basses, créant un bouclier léger contre la rosée qui allait bientôt se déposer. Je tendis à Elias la dernière ration d'eau, tiède et éventée, mais qui apaisa sa gorge sèche, et il ferma les yeux en buvant, l'épuisement le submergeant enfin. Je scrutai les alentours, les troncs d'arbres jonchant le sol, la silhouette lointaine des voitures vides, et le tombeau silencieux des tentes qui promettaient autrefois chaleur et abri. La rage me serra les mâchoires, et je murmurai dans l'obscurité, « Thalia, Ria, Camille, regardez ce que tu as fini.
Ma voix résonna, engloutie par les arbres. Alors qu'Elias sombrait dans un sommeil agité contre la mousse moelleuse, je me déplaçai pour le tenir chaud, contractant tous les muscles de mes épaules et de mon dos. J'aurais tout donné pour que ma vieille jambe soit là maintenant, pour se tenir debout sans béquille ni attelle, pour courir chercher de l'aide. Mais cet homme n'existait plus. Maintenant, j'étais le père qui porterait son enfant s'il le fallait à travers les rivières, sur les crêtes, vers l'inconnu. Je laissai ma béquille s'appuyer contre un tronc voisin, son extrémité métallique s'enfonçant dans la terre, et je déposai mon sac. À l'intérieur se trouvait une petite trousse médicale, des bandages, un antiseptique et une poignée d'analgésiques. Je retirai l'antiseptique et le versai sur un linge, puis nettoyai délicatement les raflures sur le genou d'Elias, là où il avait trébuché plus tôt. Il remua et murmura, « On va encore s'en sortir ?» Je serrai sa petite joue dans ma main, sentant la chaleur de la fièvre malgré le froid nocturne. « Oui, dis-je fermement. Nous le sommes. » Je lui ai donné une poignée d'ibuprofène écrasé, je l'ai arrosé d'eau, puis je l'ai bordé dans le morceau de bâche. Sa respiration s'est calmée et j'ai enfin osé poser ma tête sur mon manteau plié à côté de lui. Le sommeil me hantait, mais je le combattais. Il fallait que je veille. Chaque craquement de branches, chaque bruissement de sous-bois faisait battre mon cœur. J'ai posé la main sur la poignée rudimentaire de ma béquille, prêt à me relever au moindre signe de danger. Ours, coyote, ou une autre trahison de ceux en qui j'avais autrefois confiance. La fatigue me tiraillait les paupières, mais je me rappelais qu'Elias comptait sur moi. Je me souvenais de lui avoir appris à faire du vélo. Son sourire triomphant la première fois qu'il s'était tenu en équilibre sans aide. Je me souvenais de son rire lorsque je l'avais surpris en le chatouillant dans la cuisine. Ses souvenirs brillaient comme des phares, chassant l'obscurité de la forêt et la cruauté de l'abandon de ma femme. Au moment où la grisaille d'avant l'aube filtrait à travers les arbres. J'avais somnolé par courtes périodes et sombré dans ma propre culpabilité et ma colère. J'ai déballé Elias de la couverture et vérifié son front, encore chaud et fiévreux. J'ai récupéré les racines de pissenlit que j'avais repérées plus tôt et les ai fait bouillir dans une petite casserole, produisant une tisane amère que je l'ai convaincu de siroter. Il a grimacé au goût, mais l'a bu quand même, sa confiance en moi étant absolue. Je l'ai enveloppé de nouveau et l'ai installé sur mes genoux, le berçant lentement près des braises mourantes de notre feu. Je lui ai murmuré des histoires de chez moi, de sa chambre avec ses maquettes d'avion, des gonds grinçants de notre porte d'entrée, et même de la façon dont son chiot Jasper m'accueillait à la grille. Les larmes me piquaient les yeux tandis que je parlais, et j'ai compris que quoi que l'avenir m'attende, la faim, l'hypothermie ou pire, je l'affronterai avec lui. Une fois la dernière goutte de thé écoulée, je me suis assis auprès d'Elias jusqu'à ce que les premiers chants d'oiseaux signalent le réveil hésitant de la forêt. J'ai emballé nos maigres affaires. Je pris des provisions, une demi-bouteille d'eau, un morceau de viande séchée, un petit couteau, et je le hissai sur mon dos dans un harnais de fortune que j'avais fabriqué avec ma ceinture et mon manteau. Ma béquille claquait derrière moi tandis que je me balançais. Chaque pas était un compromis entre l'épuisement et la détermination. « Tiens-toi bien » murmurai-je. Il enroula ses bras autour de mon cou et pressa sa joue contre ma tête. « Je suis prêt, papa. » Je sentis ma poitrine se gonfler d'une fierté féroce. Alors que nous trébuchions vers l'inconnu, l'abri de feuilles et le cadavre de notre foyer se rétrécissaient derrière nous. Et même si la peur resserrait encore son emprise, j'avançais avec la certitude qu'une seule chose pouvait nous briser. Et nous étions bien plus forts qu'il ne l'aurait jamais cru. Les premiers rayons de l'aube filtrèrent à travers les pins dans une douce lueur grise, révélant les lambeaux de notre campement improvisé et les kilomètres de forêt qui s'étendaient devant nous. J'aurais dû être soulagé que la fièvre d'Elias soit tombée. Mais au lieu de cela, une terreur sourde s'installa dans ma poitrine. Le thé amer de la veille et les balancements incessants avaient calmé sa fièvre. Mais chaque lever de soleil dans cette région sauvage me rappelait que les secours n'arriveraient pas. Je me redressai sur mes membres raides, m'appuyant sur ma béquille. Testant le poids de ma prothèse. La douleur dans mon moignon rythmait mon rythme cardiaque, mais je l'ignorais. J'avais besoin de chaque once de force pour ce qui m'attendait. Elias s'agita sous la bâche, clignant des yeux de façon floue, et je m'agenouillai pour écarter les cheveux dénoués de son front. « Bonjour, mon petit » murmurai-je en luttant contre le tremblement de ma voix. « Tu vas mieux » acquiesça-t-il d'une voix légèrement rauque. Il tressaillit lorsque je passai la main sur son cuir chevelu et soutint mon regard avec détermination. « Trouvons de l'aide. » Je lui offris les dernières tranches de barres énergétiques que j'avais rationnées la veille. Il les accepta en silence,
mâchant méthodiquement comme s'il en savourait chaque miette. Dans la lumière grise, la forêt était une vaste mer de vert et de brun discret, de ceux qui vous engloutissent tout entier si vous ne l'êtes pas prudence. Mais il fallait croire qu'il y avait encore une lueur d'espoir quelque part au-delà des arbres. J'ai scruté les alentours. La rivière traçait un chemin argenté vers le nord, et j'ai décidé de la suivre, me disant que les rivières menaient souvent à des routes, des campings ou des postes de garde forestiers. Restez à mes côtés, ai-je dit en bouclant notre sac sur mon dos et en confectionnant une écharpe rudimentaire pour le genou blessé d'Elias avec une corde. Il boitait à mes côtés, poussant sa jambe valide en avant avec une obstination adolescente, mais je voyais la tension à chaque pas. J'ai appuyé doucement sur son épaule. Tu n'as pas besoin de te presser. On avance à ton rythme. Il a réussi à esquisser un petit sourire. On est une équipe, non? Nous sommes partis, béquilles et bottes crissant sur les aiguilles de pin mortes et les pierres. Mon orthèse artisanale gémissait à chaque pas, mais je me suis adapté, déplaçant mon poids de ma prothèse vers la béquille. Elias regardait le chemin devant lui, son petit visage concentré, et j'ai été émerveillé par son courage tranquille. Le long de la berge, nous avons trouvé des framboises sauvages, joyaux rouges vifs se détachant sur la mousse, et je le laissais en cueillir des poignées pendant que j'observais le cours de la rivière. Je filtrais l'eau à travers mon bandana et bus profondément, sentant la vie froide me traverser. Elias me tapota le bras lorsqu'il trouva une grappe de pissenlit, dont les racines formaient une tresse jaune. Médicinale, dis-je, me rappelant comment je les avais utilisées la nuit dernière. Nous en récoltions suffisamment pour les mâcher plus tard si sa fièvre revenait. À midi, les ombres avaient changé et la forêt me parut soudain oppressante, comme si des yeux invisibles observaient nos moindres mouvements. Les pas d'Elias ralentirent, et la faim dans ses yeux reflétait le vide de mon estomac. J'arrachai une barre énergétique et la lui tendis. Tu te débrouilles très bien, l'encourageai-je, mais ma propre voix sonnait creux. Au fond de moi, le mot de Thalia me narguait. Fatigué de m'occuper d'un enfant, je n'évoquais rien du bien-être de mon enfant, juste du mépris pour mon handicap. Cette pensée alimenta une colère amère qui s'apaisa. Mes membres. Je refusais de laisser sa lâcheté nous définir. Nous avons suivi la rivière pendant des heures, attendant parfois dans ces eaux froides et peu profondes que la berge devienne impraticable. Elias me tenait la main pendant la traversée, et je grimaçais lorsque l'eau froide s'infiltrait sous son pantalon, mais il ne se plaignait jamais. Sa confiance en moi était inébranlable, et cela me rappelait que le leadership valait plus que la force physique. C'était un équilibre émotionnel, une promesse inébranlable que je ne l'abandonnerais jamais. Je scrutais les lisières de la forêt à la recherche d'un sentier ou d'un équipement abandonné, mais je ne trouvais que des branches cassées et un nid de plumes. L'épuisement me tiraillait les chevilles, et je réalisais que nous avions marché plus loin que prévu. Reposons-nous, dis-je en l'installant contre un tronc d'arbre. Il se glissa à côté de moi, la tête appuyée contre mon épaule. Le silence entre nous était lourd d'inquiétude non exprimée. Il s'interrompit d'abord. « Papa, tu crois qu'ils nous reverront un jour ?» Sa voix tremblait. Je le serrai fort dans mes bras, le laissant sentir le rythme de mon cœur. « Veux-tu, mentis-je, même si mon instinct me criait que je ne pouvais rien garantir. On trouvera des gens, et ils appelleront à l'aide. » Je déposai un baiser sur ses cheveux, goûtant la sève de pain et la peur. Mais en attendant, nous restons ensemble. Il hocha la tête, fermant les yeux pour une brève pause. Je récupérai mon canif et taillai une canne crantée, comptant chaque kilomètre parcouru. Le décompte augmentait à chaque minute. La fin d'après-midi apporta une fatigue que je ne pouvais ignorer. Ma poitrine me faisait mal, mes bras tremblaient sous la pression des béquilles, et chaque inspiration me donnait l'impression d'avoir aspiré une poignée de sable. La claudication d'Elias s'accentua, mais son courage resta intact, comme si son corps n'était qu'un simple inconvénient plutôt qu'une prison. Je rassemblai ce qui me restait de détermination, le hissai sur mon dos avec le harnais de fortune que nous avions perfectionné au fil des heures d'essai, et poursuivis mon chemin. La berge céda la place à un talus abrupt, et je m'arrêtai à sa base, la tête baissée, priant silencieusement pour reprendre des forces. Puis je me mis en route. Pied après pied, béquilles fermement ancrées, prothèse cherchant appui dans les rochers et les racines. Les bras d'Elias se resserrèrent autour de mon cou. « Je sais que tu peux y arriver », murmura-t-il. Cette foi me poussait à avancer. Chaque pas de lutte était une victoire contre le doute. Après ce qui me sembla une éternité, les arbres s'éclaircirent et j'aperçus une trouée dans la canopée où le ciel brillait, clair et dégagé.
Un chemin de terre sinueux s'étendait au-delà. Un sentier délavé, peut-être destiné aux camions forestiers ou aux gardes forestiers. Mon cœur battait fort. Je m'arrêtai, m'accroupissant pour qu'Elias puisse se glisser au sol. Il se frotta les yeux et me regarda. « Papa, c'est une route ?» Je me dirigeai vers la clairière. « Oui, on y va. » Je le soulevai de nouveau, prenant soin de répartir son poids, et boitillai vers le salut. Chaque muscle de mon corps hurlait, chaque souffle brûlait, mais l'espoir s'emparait de mon esprit avec une joie insouciante. Nous titubâmes sur la route au moment même où le soleil caressait l'horizon. Le monde au-delà des arbres semblait vivant. Résonnant de promesses. Pourtant, tandis que les yeux d'Elias brillaient de soulagement, je réalisais que l'espoir était à la fois notre salut et notre tourment. Car l'espoir exigeait de l'endurance, et nous avions déjà payé un lourd tribut. Mais debout, main dans la main sur ce chemin poussiéreux, je me jurais que, peu importe les mensonges que le destin ou ma femme nous lançaient, nous ne serions pas vaincus. Car si l'espoir pouvait être cruel, il était aussi l'étincelle qui illuminait chaque étape de notre voyage, et nous brûlions toujours. À l'aube de notre 3e jour dans la forêt, un froid humide flottait dans l'air, comme si les pins eux-mêmes murmuraient des avertissements. Elias s'agita contre moi, sa joue brûlante sous ma paume. Je m'arrêtai dans mon soin à ne pas nouer les sangles de mon sac et presser ma main sur son front brûlant. Mon cœur se serra en réalisant que sa fièvre était revenue en force. Il avait transpiré à travers la fine couverture dans laquelle je l'avais enveloppé, et maintenant la brise froide de l'aube tremblait sur sa peau brûlante. Je le pris dans mes bras, ignorant les protestations de mon je l'ai ramené lui aussi au maigre abri d'Arlène. Chaque pas était une torture. Le poids de sa silhouette frêle, la douleur sourde dans ma jambe, et la peur écrasante de ne plus rien avoir à lui offrir. J'ai allongé Elias sur un lit d'aiguilles de pin et je l'ai éventé avec ma chemise en murmurant, « Je te tiens, mon pote. Je ne te laisserai pas abattre. » Ses paupières se sont ouvertes brusquement et il m'a adressé un faible sourire, plus courageux que n'importe quel adulte que j'ai jamais connu. « Tu crois que je vais m'en sortir ?» a-t-il demandé d'une voix fragile. J'ai avalé ma salive, luttant contre mes larmes. « Ouais, ai-je menti doucement. Tu es un dur, Elias. Plus coriace que n'importe quelle fièvre. » Je lui pris la main et le laissai replonger dans un sommeil fiévreux pendant que je récupérais ce que je pouvais dans mes provisions. Mon sac contenait une poignée de lingettes antiseptiques, une aspirine perdue et une petite tasse en aluminium que nous avions utilisée pour le thé 2 jours plus tôt. Je récupérai mon minuscule réchaud de camping, soufflai sur ses braises pour les raviver et fis bouillir de l'eau dans la tasse. Le sifflement de la vapeur était un léger réconfort dans le silence immense des bois. Je me souvenais des tutoriels de survie que j'avais regardés il y a longtemps. Comment identifier les plantes comestibles, comment improviser des remèdes à partir de racines, mais je ne les avais jamais appliqués sous de tels piquets. Je fouillai mon sac à la recherche de la racine amère que j'avais récoltée près de la berge la nuit dernière. Du pissenlit, j'en avais fait bouillir une poignée plus tôt pour faire baisser la fièvre d'Elias, mais il m'en fallait maintenant davantage. Je réduisis les racines en pulpe fine avec mon couteau et les plongeai dans l'eau bouillante. Le thé empestait la terre et l'amertume, mais je m'obligeai à avaler 2 gorgées. Je me suis réveillé, puis j'ai réveillé Elias. Ses yeux se sont ouverts brusquement et il a reniflé la vapeur en fronçant le nez. Un test de goût, ai-je dit en lui tendant la tasse. Il a hésité, puis a bu une gorgée. Son visage s'est déformé, mais il a avalé. Je lui ai souri. Tu vois, la médecine n'a jamais eu un goût aussi héroïque. Il a réussi à ricaner, puis à tousser, laissant échapper de la vapeur. Je te déteste, papa, a-t-il croassé d'une voix rauque. Mais sous ces protestations, j'ai perçu de la gratitude, et cela a renforcé ma détermination. Fortifié par le thé et l'aspirine, je l'ai enveloppé dans le pollen de la bâche et j'ai préparé un petit feu pour le réchauffer. Le faible soleil était inutile contre un garçon fiévreux, alors j'ai récupéré chaque brin d'écorce et chaque brindille sèche pour allumer un brasier. Les flammes se sont élevées, crépitant de réconfort dans l'obscurité de l'aube. Elias s'est appuyé contre moi, frissonnant malgré la chaleur. Je drapai ma veste sur ses épaules et le serrai contre moi, le berçant doucement. Mes dents claquèrent tandis que le froid s'infiltrait dans mes os, mais je refusai de le lâcher. Je compris alors qu'il ne s'agissait plus d'une épreuve de survie contre nature. C'était un règlement de compte avec ceux qui nous avaient abandonnés, et le creuset où notre lien se reforgerait. Les heures s'écoulèrent lentement. La fièvre d'Elias grimpa de nouveau, et son délire fit naître des murmures effrayés à l'intention de sa mère. « Talia, aide-moi.
Chacun, s'il te plaît, poignarde mon cœur. J'écrasai mon poing sur le moignon de ma jambe, réprimant un cri de colère face à sa trahison. Elle l'avait laissé sous ma protection, puis nous avait abandonnés tous les deux. Mais j'étais là maintenant, aussi stable que la forêt elle-même, et je ne le laisserais pas tomber. J'arrachai des bandes de ma chemise pour lui rafraîchir le front, les trempant dans l'eau du ruisseau que j'avais filtrée et la faisant bouillir avant utilisation. Mes doigts s'engourdirent dans l'eau glacée, mais je persévérai en murmurant des encouragements. Doucement, champion. Tu es fort. J'embrassai ses cheveux et sentis le pouls de son cou palpiter sous mes lèvres. Sa respiration se calma. Enfin, la chaleur du feu et nos remèdes improvisés firent baisser la fièvre. À l'approche du crépuscule, les frissons d'Elias s'apaisèrent, et une lueur de lucidité apparut enfin dans ses yeux. Il se redressa contre ma poitrine et sourit. Faible mais sincère. Tu m'as sauvé, papa, murmura-t-il. Je le serrai contre moi, les larmes aux tempes. Tu m'as sauvé aussi, répondis-je. Tu me fais avancer. Je ressentis une fierté immense dans la forêt silencieuse, sachant que notre épreuve nous avait mis à rude épreuve. Nous avions enduré la faim, la soif, l'épuisement et la trahison. Pourtant, nous étions là, père et fils, respirant encore, luttant encore. La nuit approchant, je fis nos bagages et attachai Elias à la ceinture. Ma béquille heurta la terre meuble tandis que je me levais, et je réalisai que la forêt ne semblait plus ni vide ni hostile. C'était le témoin de notre lutte, et maintenant, il allait nous mener à notre destin, entre le sauvetage et la ruine. Berçant Elias contre ma poitrine, je frappai ma béquille en avant et boitai dans l'obscurité grandissante. Espérant enfin que nous émergerions des arbres, non pas victimes de la cruauté, mais survivants liés par l'amour et une volonté inébranlable. À l'aube, nous avancions péniblement sur un étroit sentier de cerf qui s'accrochait à la berge comme une bouée de sauvetage. Elias était perché sur mon dos, le harnais entaillant mes épaules, mais répartissant son poids suffisamment uniformément pour que je puisse garder un œil sur le ciel et l'autre sur le chemin devant moi. Ma béquille martelait un rythme lent tandis que je me frayais un chemin entre les racines des arbres. Chaque pas était une négociation entre l'équilibre et la douleur. Une épaisse mousse étouffait notre passage, mais de temps à autre, la forêt s'éclaircissait et offrait un aperçu de la rivière sinueuse, ses eaux scintillant comme du verre brisé dans la lumière matinale. Elias somnolait contre mon cou. Les restes de fièvre s'estompant, mais la fatigue persistant, et je me rappelai que cette impulsion pour continuer était autant pour son moral que pour notre sécurité. À midi, le terrain commença à monter brusquement. Ce qui semblait une pente douce ressemblait maintenant à une ascension en montagne. La sueur me marquait le front, me piquait les yeux, et je m'arrêtai pour reprendre mon souffle, laissant Elias glisser de mon dos et s'effondrer à mes pieds. Il s'appuya contre un rocher, les doigts effleurant les éraflures de son genou, et je m'agenouillai à côté de lui, examinant son palais. Sa respiration était régulière, mais l'épuisement avait creusé des creux sous ses yeux. Je posai une main sur son front, fraîche cette fois, et lui offris une gorgée d'eau. J'y suis presque, lui dis-je, bien que le doute me rongeât la poitrine. Si je n'avais pas repéré ce panache de fumée sur la crête, nous pourrions encore errer ces bois, sans but et perdus. Rafraîchi par l'eau, Elias se redressa et pointait en montée. Je le vois toujours, a-t-il dit, une voix petite mais déterminée. J'ai saisi ma béquille et ma rose. Le poids du pack d'Elias a jeté sur mon poignet pour l'équilibre. À chaque étape, le sol de la forêt est passé de la LOM doux au gravier lâche et aux rochers déchiquetés qui menaçaient de m'envoyer un tumbling. Je me suis penché sur la béquille, inclinant mon poids pour favoriser ma bonne jambe, et j'ai écouté le fin cric de la tour ou le bourdonnement rythmique de machines. La fumée est devenue plus dense, sortant de la base d'une grande tour de guet de feu érigée sur un affleurement rocheux. Ces faisceaux métalliques rouillés de taches, atteignirent le ciel comme un squelette solitaire. J'ai chuchoté une prière de remerciement à toute force régissait la survie, puis enroula le bras d'Elias autour de mon cou et devança vers l'avant. L'escalade du tronçon final a nécessité une combinaison minutieuse de poussées de béquilles et de titres à la main sur des racines éclatées qui se sont éloignées de la terre. Je monte vers le haut, la sueur en trempant dans ma chemise. Entendant chaque râpe de ma prise prothétique, la petite main d'Elias pressait contre mon épaule, offrant des encouragements silencieux. Quand je me suis finalement soulevé sur un rocher plat à la base de la tour, mes jambes tremblaient sous moi. Je me suis effondré à côté de lui, me penchant dans le rocher et fermant les yeux contre les nausées. L'air ici était plus mince, parfumé avec de la résine de pin et des vents de montagne froids qui traversaient mes vêtements humides. J'ai jeté un coup d'œil à Elias,
dont le visage s'éclaircit à la vue de l'échelle rouillée de la tour. Papa, nous l'avons fait. À l'intérieur de la cabine rangée de la tour, déverrouillée et poussiéreuse, nous avons trouvé une cache de fournitures, de l'eau en bouteille, des barres de protéines, une trousse de premiers soins scellée en plastique, et surtout, un pistolet fascinant monté sur un crochet par la porte verrouillée. J'ai exhalé une longue haleine, sentant la tension s'écouler de mes épaules. Je me suis agenouillé à côté du paquet de packs d'amandes et j'en ai mis 2 dans la main d'Elias. Il les a cousus avec gratitude, le goût de la noisette, un petit luxe après des jours de maigre ration. J'ai déchiré la trousse de premiers soins et traité ses éraflures tendres aux genoux avec des lingettes antiseptiques et de la gaze. Sa peau scintillait sous l'éclat antiseptique, et j'ai enveloppé les pansements de manière lâche, attentive à ne pas couper la circulation. La radio dans le coin était assise muette, ses batteries sont longues mortes. J'ai scanné le mobilier clairsemé de la cabine, un bureau en bois rayé avec une carte délavée de la forêt, un lit métallique bosselé et un manuel d'urgence qui énumère les procédures pour les réponses et évacuation des incendies de forêt. Cet endroit avait été construit pour sauver des vies, et maintenant il sauverait le nôtre. J'ai récupéré le pistolet FLAR et vérifié sa jauge, un coup. À l'extérieur, le vent fouettait les cimes à la cime, transformant la forêt en une mer de vert agité. J'ai chargé la fusée et pointé vers le ciel ouvert, mon bras tremblant d'anticipation. Elias s'enroula à côté de moi sur le lit, les yeux émeraude grands avec espoir. J'ai sauté la broche, levé le baril et pressé la détente. L'éclat rugit à la vie. Une trace de feu à incandescence sculptant un arc dans les cieux avant d'exploser dans une floraison de fureur rouge. La luminosité soudaine a saisi ma vision et j'ai protégé mes yeux contre l'éclat. Le son résonnait à travers les crêtes, un faible boom qui semblait secouer le cœur de la forêt. Elias salta et monta à mes côtés. Nous regardons tous les deux la braise brillante descendre lentement du ciel, sa queue ardente brûlant-brillante sur la toile de fond du cobalt. Nous avons écouté, le souffle tenu, pour la côtelette de rotor, le crépitement des voix. Tout ce qui signifiait que l'aide venait à l'intérieur de la tour. Minutes étirées dans une éternité jusqu'à ce qu'un grondement lointain vibre à travers le sol de la cabine. Nous sommes sortis pour voir un hélicoptère Black Hawk trancher à travers les arbres, sa lumière de recherche dansant sur la canopée. Mon cœur a frappé mes côtes alors qu'il tournait une fois, puis trempa bas, en parcourant les arbres avant de toucher une petite clairière en dessous. 2 médecins de vol ont couru vers l'avant, appelant le nom d'Elias et me scannant avec des yeux urgents. Je l'ai baissé doucement et ils l'ont enveloppé dans une couverture de sauvetage avant de vérifier ses signes vitaux avec une efficacité pratiquée. J'ai regardé depuis la plateforme d'atterrissage de la tour, la béquille à la main, alors qu'il menait Elias vers l'hélicoptère. Il me regarda, la peur et le soulagement se mêlant à son visage. J'ai forcé un sourire en agitant. Je te verrai bientôt. J'ai bouché, étouffant la promesse. Un médecin leva les yeux et hocha brusquement. Elias se tourna, boitait dans l'équipage en attente et monta à bord. J'ai regardé les lames Black Hawk recommencer à tourbillonner, en sculptant une tempête autour des arbres. Lorsque l'avion s'est levé, le rotor lavait la tour et fouettait les feuilles dans des spirales frénétiques. J'ai saisi le pistolet FLAR pendant un moment, puis je l'ai placé doucement sur le bureau à l'intérieur de la cabine. Mes membres se sentaient drainés, comme si la montée et le sauvetage avaient assoupli les dernières réserves de force de mon corps. Pourtant, debout dans cette tour, entouré de l'écho du sauvetage et de la promesse de soins médicaux, je me suis permis une seule bouffée de triomphe tremblante. Elias était sûr. L'espoir avait été plus qu'un mensonge. C'était notre salut. Et pour la première fois depuis le début du voyage, j'ai osé croire que nous pourrions tous les deux sortir de ces bois vivants. La piqûre antiseptique dans mon bras rivalisait avec la douleur dans mon cœur lorsque je me suis réveillé avec la dure lueur des lumières fluorescentes et le bip incessant de moniteur. Ma tête était lourde comme si des mois de sommeil avaient été comprimés en un seul moment désorientant. Clignant des yeux contre l'éclat, je me suis retrouvé allongé dans un lit d'hôpital, des draps stériles cachés autour de ma poitrine. Mon corps hache de manière inconnue, non pas des essais de forêt, mais des lignes intraveineuses serpentant dans mes veines et la raideur plate du matelas sous moi. J'ai essayé de m'asseoir, mais une infirmière a doucement pressé mon épaule. « Facile, monsieur Holt, murmura-t-elle. Vous avez traversé beaucoup de choses. » Sa voix était gentille, mais distante, comme une transmission radio d'un autre monde. Mon regard a dérivé à travers la pièce. À côté de moi, un lit plus petit tenait Elias, les yeux fermés, respirant calmement. Un soulagement si féroce qu'il menaçait de me fissurer les côtes, a traversé moi.
J'ai écarté la tension dans mon moignon et j'ai balancé mes jambes sur le bord du lit, testant mon poids. Ma jambe prothétique ne semblait pas familière ici, dépouillée de couches de boue et de sueur. Et pourtant, c'était réel, me attachant à la vie que j'avais combattue si forte à conserver. Je me suis étudié et j'ai monté complètement, la boîte et la béquille se déplaçant à l'unisson, puis j'ai boité vers le chevet d'Elias. Il remua, les paupières s'ouvrant pour révéler brins dorés, les yeux écarquillés. « Papa » murmura-t-il, sa voix trembla sur la parole. J'ai remonté une chaise et j'ai attrapé sa main. « Et, chante, dis-je en serrant. Tu es en sécurité maintenant. » Il a étudié mon visage comme en le comparant à un souvenir, puis a hoché la tête et avalé dur. « Maman » demanda-t-il, voix brute. « Je ne sais pas. » J'ai admis, sentant le vieux mal creux de ma poitrine. L'infirmière s'est glissée tranquillement, vérifiant ses le graphique. « Il est stable » a-t-elle dit. « Nous surveillons son risque d'infection, mais il devrait se rétablir complètement. » J'exhalai, seulement à moitié écoutant ses paroles alors que mon esprit courait à travers la dernière chose qu'Elias a dit avant qu'il ne s'échappe. Ils nous ont quittés ici comme si nous étions des ordures. À peine j'avais étudié la régression d'Elias dans le sommeil que la porte s'ouvrait, et un homme grand dans un costume net est entré avec des progrès mesurés. Il portait un badge du FBI coupé à sa ceinture et portait un dossier noir bombé de papier. Sa bouche a dit dans une ligne mince, m'a dit qu'il venait plus que des vérifications de routine. « Monsieur Holt » demanda-t-il en voix basse. J'ai hoché la tête. « Agent Royce Bennett. » Il s'est présenté, tendant une main. Le geste se sentait creux contre le tourbillon de la terreur dans mon intestin. Il ne s'est pas assis. Au lieu de cela, il se tenait à pleine hauteur, tapant le dossier. « J'ai besoin de vous montrer quelque chose, vous et votre fils, quelque chose. » Il a placé le dossier sur la table du plateau et l'a ouvert avec des mouvements lents et délibérés. À l'intérieur se trouvaient des rapports médicaux portant des signatures forgées, un testament qui prétendait transférer vos actifs, et une réclamation d'assurance étiquetée Marcus et Elias Hall, décédés. Mon souffle prit dans ma gorge alors que je scannais la première page. Le patient a expiré le 10 juin 2025 à 2247. Cause de décès, hypothermie et exposition. En dessous, un docteur Samuel Pierce a fait défiler son nom et l'a tamponné d'un sceau que je n'ai jamais vu. J'ai levé les yeux vers l'agent Bennett, les yeux piquants. C'est impossible. Il a cliqué sur la page suivante. Un document notarisé accordant à Talia Holt la propriété unique de nos actions à domicile et aux entreprises d'une valeur de 3,1 millions de dollars. La signature de Ria est apparue comme témoin. Votre femme et vos sœurs ont orchestré cela, a déclaré tranquillement l'agent. Ils ont falsifié des rapports pour vous déclarer et Elias légalement mort. Ils ont déposé des réclamations sur l'assurance vie, encaissé des investissements et même vendu vos actions de votre entreprise. Ma mâchoire a chuté si rapidement qu'elle a craqué. Ils ont tout vendu. Je me suis accroché. À peu près à mort avant que nous ayons fait la conscience. Lui a parlé doucement. Ton père. Le visage d'Elias froissé. Elle a dit qu'elle m'aimait. Il chuchota Théil. J'ai senti mon cœur se fracturer. Je me penchai en avant, la voix tremblant. Où sont-ils maintenant? Le visage des agents s'est assombri. Des mandats d'arrêt ont été délivrés. Nous avons une cause probable de fraude, de complot et de tentative de meurtre par abandon. Ils coopèrent probablement pour se distancier les uns des autres. Il a fermé le dossier avec un snap doux. En ce moment, vous et votre fils êtes victime d'une arnaque d'assurance massive. Le mot escroquerie était trop petit pour cette trahison. J'ai passé une main dans mes cheveux, les yeux humides. Ma propre femme, ma propre famille. L'agent Bennett a offert un signe de tête sympathique. Je n'ai pas encore tous les détails, mais nous les traduirons en justice. Pendant ce temps, vous êtes tous les deux en garde à vue. Nous ne pouvons pas risquer d'autres tentatives sur votre vie. Il a placé sa carte sur le plateau. Appelez-moi à tout moment. Avec un hochement de tête et il tourna sur son talon et partit aussi doucement qu'il était venu. J'ai fermé les yeux, pressant mon front contre Elias. Il se pencha en moi et je sentais l'antiseptique et la faible teinte de sa peau fiévreuse. Papa, demanda-t-il doucement. Ils ont essayé de nous tuer pour de l'argent, dis-je, voix basse. Il hocha la tête, des larmes glissant sur ses joues. Nous sommes vivants, murmura-t-il. Je l'ai tenu fort. Oui, nous le sommes, et ils vont payer pour cela.
À l'extérieur de la fenêtre, la lumière du soleil a filtré à travers des stores demi-open, peignant des lignes de lumière sur le sol. Le monde au-delà de ces murs semblait indifférent. Mais à l'intérieur, Elias et moi étions liés par le chagrin et la résolution. Ils avaient essayé de nous effacer, mais notre pouls est toujours parlé. Notre souffle coulait toujours. Tant que nous nous sommes faits, nous reconstruisions ce qu'ils ont volé. Nos noms, nos souvenirs, notre avenir. Et quand le jour est venu, je regardais Talia dans les yeux et lui disais que la mort avait été un rêve qu'elle vendait au monde. Mais nous nous étions réveillés et nous étions plus vivants qu'elle ne pouvait comprendre. Le poids du dossier sur mes genoux, je me sentais comme un agneau supplémentaire, chargé de trahison, de preuves et de promesses de rétribution. Elias s'est endormi à côté de moi, le grondement de sa respiration stable et innocent, ignorant la tempête légale qui se prépare au-delà de ces murs de l'hôpital. L'agent Bennett avait déclaré que nous étions victimes d'une arnaque d'assurance massive. Mais les mots sont minces du papier jusqu'à ce que vous les liez avec des preuves et des preuves, des montagnes, étaient exactement ce dont nous avions besoin. J'ai alors juré que je transformerais ma rage en un cas méticuleusement construit. Je reconstruisais notre avenir sur une base de faits trop solide pour rejeter. Dans les 24 heures, l'agent Bennett avait convoqué un groupe de travail d'experts en médecine légale numérique, des détectives et des avocats qui ont plané des moniteurs comme des chirurgiens se préparant à une opération risquée. J'ai regardé qu'ils ont téléchargé les enregistrements bancaires, les coordonnées GPS et les journaux téléphoniques, assemblant chaque fragment de la tromperie de Talia dans une tapisserie de mensonges. Je me sentais détaché et pourtant intimement emmêlé dans chaque révélation. Ma femme avait réservé des vols à sens unique pour ses sœurs 2 jours avant notre voyage, a acheté des kits de survie qui ne sont jamais arrivés au camp et ont envoyé des textes narquois tandis qu'Elias et moi gardons délirants sous les étoiles. Mais les preuves les plus accablantes résidaient dans les messages inoffensifs entre Ria et Camille. Marcus disparaîtra demain soir. Une lecture et seront millionnaires. La trahison stricte dans leurs mots a brûlé plus brillant que n'importe quel projecteur de la salle d'audience. Le détective Sandrali, un vétéran de la pointe avec une voix régulière, m'a approché dans la galerie d'observation. Marcus, dit-elle doucement, offrant un thermos de café. Nous avons trouvé des images de surveillance de la station-service où Talia a rempli les VUS. Elle a acheté du carburant supplémentaire et des couvertures d'urgence, mais rien ne s'est rendu au camping. J'ai siroté le breuvage amer, la chaleur qui mèche la gorge et hocha la tête. Il voulait que nous sommes morts ou manquants, dis-je, la voix serrée. Les deux? Les yeux de Lee passa vers les moniteurs. Il y a plus. Nous avons récupéré des métadonnées sur le téléphone de Camille montrant des photos prises à la tête du sentier. Timestamp qui ne correspondent pas à l'histoire de Talia. Elle fit une pause. Elle voulait mettre en scène notre disparition. J'exhalai, laissant la colère mijoter. De la rage à la ruine, leur intrigue avait été complexe, mais aussi négligeable. Ils avaient créé de fausses rendez-vous sur la clinique, fabriqué des testaments et forgé ma signature sur des documents. Pourtant, ils ont négligé la chapelure numérique. Le ping GPS automatique de mon téléphone lorsque j'ai vérifié les coordonnées de la carte, l'ami pilote de drone scout d'Elias a récupéré des propriétaires fonciers à proximité et les données de l'enregistreur de vol de l'hélicoptère. Même le courant de la rivière avait porté des preuves. Des rappeurs de leurs refroidisseurs abandonnés en aval où les rangers de parc les ont trouvés quelques jours plus tard. La nature elle-même a refusé de coopérer dans leur tromperie. Alors que je passais en revue la pile croissante de découvertes, mon équipe juridique, 2 avocats féroces nommés Moral et Gouin, a expliqué les prochaines étapes. Nous déposerons des requêtes pour les gels des actifs et la restitution provisoire, a déclaré Gouin, en tapant sur son ordinateur portable. Votre maison, les actions de l'entreprise, même les comptes bancaires personnels. Ils seront verrouillés en attendant le procès. J'ai fermé les yeux, imaginant le chèque vide que Talia s'était écrit quand elle pensait que j'étais mort. J'ai imaginé le fonds universitaire de mon fils évaporant dans leur cupidité. Ces comptes seraient récupérés, mais plus important encore, nous exposons chaque mensonge. Qu'en est-il des paiements d'assurance? J'ai demandé. Moral m'a regardé. Nous déposerons le retour de chaque parfum, ainsi que des dommages-intérêts punitifs pour un préjudice émotionnel. Le tribunal verra cela comme un abandon prémédité et un complot en vue de commettre une fraude, et dans le cas de votre fils, une tentative d'homicide involontaire coupable. J'ai ressenti un froid. L'ampleur de leur crime a augmenté comme un raz de marée au bord de l'écrasement. Et j'étais son catalyseur. Je ne rétrécirai pas ce rôle.
Je parlerai dans cette salle d'audience, détaillant le moment où je découvrais la note de Talia, les mots piquants, fatigué de prendre soin du nez de la panique écrasante alors que la forêt nous avalait tous les deux. Je raconterai chaque nuit fiévreuse, chaque étape que je transportais sur mon dos. Le regard a dérivé, le petit lit a coulé dans les documents judiciaires comme une rivière déchaînée. Chargement des fournitures dans leur voiture. Timestamp des frais de carte de crédit pour l'équipement de survie qui ne nous a jamais atteints. Les contrats de location de VR pour des réunions clandestines, tous ont fait ensemble un récit de la cupidité et de la malveillance. Le bureau du procureur de district se tenait prêt à accéder à des accusations allant de la fraude à l'assurance à la mise en danger des enfants. La portée de la conspiration a même stupéfait les procureurs chevronnés. Mais la construction de l'affaire n'était pas seulement de rassembler des documents. Il s'agissait de stratégie, anticiper les manœuvres de la défense, se préparer à un combat qui dépendrait de la crédibilité. Gouin a répété avec moi des questions d'examen direct, me forant sur les dates, les heures et les détails. Je me suis entraîné en décrivant le délire fiévreux de mon fils, la terreur dans ses yeux alors que je le portais à travers les pins. Chaque récit a ressuscité cette peur, mais a également fortifié ma détermination. J'ai réalisé que j'avais changé depuis l'accident. Pas diminué par la perte de ma jambe, mais renforcé par la connaissance de ce qui comptait vraiment, famille, amour, justice. Tard un soir, Lewis Moral et moi nous sommes assis seuls dans la salle de conférence vide, l'abourdonnement de la lumière aérienne résonnant. Il a glissé une épaisse pile de documents à travers la table. Il s'agit du projet final de la plainte, a-t-il dit, voix basse avec respect. Demain matin, nous déposons. Après cela, nous attendons la date du tribunal. J'ai regardé les papiers, les pages de l'affidavit assermenté, les livres financiers et les échanges accablants. Il me semblait surréaliste. Notre tragédie s'est transformée en munition légale. J'ai placé mon palmier sur la feuille supérieure, me sentant en gêne du greffier du comté. Je le faisais. Lit dans notre chambre d'hôpital, j'ai raconté nos progrès dans des tons de silence. Oui, ils le sont. Pour la première fois depuis le début du voyage, l'espoir n'était pas un mensonge. C'était une force tangible forgée de la trahison, de l'amour et tout aussi méticuleux que n'importe quel plan que j'avais dessiné dans mon ancienne vie. Alors que je sortais de la pièce, de la béquille en cliquant doucement sur le linoleum, j'ai réalisé que nous avions commencé à remonter à la vérité. La salle d'audience pourrait se déshabiller. À côté d'elle, Ria et Camille ont tressailli lorsque le Bawaf a appelé le tribunal à l'ordre. Ma béquille a fondé à côté de moi et a inhalé lentement. Chaque muscle de mon corps a tremblé avec des souvenirs de cette clairière de forêt et une seule feuille de papier qui avait changé nos vies. Lorsque le procureur m'a présenté, je me suis avancé, ma jambe prothétique cliquant sur le plancher en bois poli. J'ai imaginé les pins sous mes pieds, la brume au-dessus de la rivière, et j'ai ressenti cette même vague de détermination. De ma chaise, j'ai vu Elias perché au premier rang à côté de l'agent Bennett. Il avait l'air petit dans son costume net, mais son regard était aussi stable que le mien. J'ai élevé ma voix claire et mesurée. Le matin du 10 juin 2025, j'ai commencé. Mon fils et moi sommes allés pêcher sur une rivière Forest. Nous sommes retournés au camp en attendant que notre famille, nos épouses, nos tantes soient là. Au lieu de cela, nous avons trouvé une compensation vide, nos tantes et nos fournitures ont disparu et une lecture de notes. Fatigué de prendre soin d'une salle d'audience et rester silencieux. Même le ventilateur aérien semblait s'arrêter. J'ai raconté comment j'avais enveloppé Elias dans une couverture d'urgence, je l'ai transporté sur le dos à travers un terrain accidenté et s'occupais de sa fièvre avec du thé de la racine amère. J'ai décrit l'effondrement à côté de lui lorsque le feu de fortune a bafouillé, puis a grimpé à la tour de pompier du Ridge et a tiré une poussée qui a convoqué le sauvetage. Ma voix a attrapé lorsque j'ai parlé des rotors de l'hélicoptère fouettant les arbres et de la petite main d'Elias alors que nous étions hissés en sécurité. Chaque étape de ce voyage, dis-je, était pour lui. L'avocat de la défense Rose, ses questions lisses et répétées, en sondant la mémoire des temps et des lieux comme s'ils pouvaient perturber la vérité. Mais chaque réponse que j'ai proposée a été ancrée dans l'acier de conviction. La nuance exacte de la lumière de l'aube. Le sifflement de l'eau bouillante. La râpe de ma prise prothétique contre le gravier. Quand ils ont joué la messagerie vocale, Talia avait quitté sa sœur. Il est inutile maintenant. C'est notre chance. Mon estomac se transformait. J'ai regardé les yeux de Talia s'élargir. A vu les ongles de Ria creuser dans ses paumes. Ensuite, il était temps pour le témoignage d'Elias.
Le juge l'a invité à l'avant et il s'est intensifié avec un équilibre surprenant pour un garçon qui se remettait toujours de fièvre. Sa petite voix trembla seulement au début. Nous sommes allés pêcher, a-t-il déclaré. Puis ils étaient partis. Il a décrit la note et le vide du camp. Quand il m'a regardé et m'a dit, j'avais peur, mais papa m'a gardé en sécurité. J'ai senti quelque chose qui s'ouvre dans ma poitrine. Quelques jurés se sont dressés dans les yeux. Lorsque les arguments de clôture ont commencé, les paroles du procureur ont frappé comme un marteau. Ce n'était pas un accident de l'amour qui avait mal tourné. C'était une cruauté préméditée conçue pour effacer une famille à profit. J'ai regardé la tête des jurés, la défense et la fissure de Thalia se sont éloignés de la transaction. Si férocement, c'est comme un feu. Blasé à la vie sur cette route pluviale. Falaise au bord de la côte. Elias à mes côtés. Nous avons tous deux forgé un nouveau dans le creuset de la survie. Ma jambe prothétique pousse dans le sable granuleux. La brise de sel taquinant des mèches de cheveux sur mon front. Et à côté de moi, Jasper, un chien de sauvetage hirsute dont les yeux brillants reflètent notre triomphe. Tampons doucement. Quand je ferme les yeux, je vois la lumière noyale de la forêt. La lueur de cette seule note attendait par une pierre. Les cendres froides de notre camping abandonné. Mais je vois aussi l'arc à incandescence de la Flare, j'entends la promesse de sauvetage de Black Hawk, et je sens que la petite main d'Elias serrée dans la mienne, stable et sans peur. Ces souvenirs brûlent le doute comme les bûches dans un foyer, douloureuses, purifiantes, nécessaires. Nous avons reconstruit nos vies ici, loin des pins qui ont essayé de nous avaler entiers. Le bureau de mon entreprise se trouve juste au-delà des dunes. Modeste mais prospère sous un nouveau leadership qui inclut les idées brillantes d'Elias pour une division de conception adaptative. Chaque matin, je le regarde pédaler son vélo le long de la promenade. Son rire se mêlant aux oiseaux de mer crie, un son que je craignais de ne plus jamais entendre. Jasper poursuit des plumes de goéland à dériver et je ressens une joie féroce gonflant ma poitrine. 10 jours d'épreuve m'ont appris les mesures brutes de l'endurance. 10 jours dans les batailles de la salle d'audience m'ont appris le pouvoir de la vérité. Mais ce sont ces matins ensoleillés ordinaires qui me rappellent qui je suis. Un père qui portait son fils devant le désespoir. Un homme qui a refusé d'être jeté. Et un survivant déterminé à transformer la trahison en un héritage de force. À la maison, les photos bordent le manteau. Elias se tenant en haut de la crête rocheuse par la tour de pompier, souriant malgré les genoux grattés. Un hélicoptère planant au-dessus des couronnes de pins. Son faisceau lumineux de recherche est notre nouveau portrait de famille. Moi, Elias et Jasper, encadrés par l'horizon sans fin. J'ai tracé les cadres avec un doigt, ressentant à la fois le poids de ce que nous avons perdu et la promesse de ce que nous avons construit. Le verdict de la cour est devenu la loi. Thalia et ses sœurs purgent du temps pour leurs crimes. Pourtant, je ne porte aucune haine dans mon cœur, seulement une fierté féroce que nous avons parcouru le feu et survécu. Ce soir, alors que le soleil baisse à nouveau, peignant le ciel en ambre fondu. Elias et moi allons allumer un petit feu de joie sur la plage. Nous retirons le poisson qu'il a attrapé ce matin, des croûtes nettes de sel et de citron sur chaque bouchée. Jasper s'installera à côté de nos pieds, du contenu et de nos vigilants. Je vais lever un toast de cidre étincelant dans une tasse ébréchée et dire à 10 jours en feu et à la vie que nous avons choisi de reconstruire. Elias sourira, flamme la lumière dansant dans ses yeux. Et nous allons nous asseoir ensemble alors que les braises dérivent dans le ciel nocturne, emportant nos peurs et éclairant le chemin à venir. Un âme forgé dans l'amour, la résilience et le lien incassable entre pères.